Nouveau numéro de l'entretien du jour, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la santé, une fois encore, plus précisément des épidémies. Que comprendre de l'épidémie du Lassa et du nouveau coronavirus? C'est ce à quoi nous allons nous atteler dans cette édition de l'entretien du jour. Et pour en parler avec nous, notre invité, Dr Célestin Alexis Agbessi, il est médecin spécialiste en médecine d'urgence. Docteur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors justement, le nouveau coronavirus qui a commencé à Wuhan, voilà, en Chine, focalise toutes les attentions de par le monde depuis très peu. Quelle est la lecture du médecin spécialiste de la médecine d'urgence que vous êtes? Bonjour, c'est téléspectateur. Il est d'abord important de faire un petit historique pour que les gens comprennent d'où nous venons, pour pouvoir avoir une idée de où est-ce qu'on veut aller. En effet, le coronavirus fait partie de la famille des coronaviridés, qui est une famille de virus à ARN. Ça ne vous parle pas, mais pour les plus jeunes, sans doute, qui sont encore en biologie, ils comprendront. C'est une famille qui est organisée en deux sous-familles, 5 genres et 23 sous-espèces. Donc, il y a beaucoup de virus à coronavirus. En tout cas, du type coronavirus. Et d'ailleurs, il y a une quarantaine d'espèces, hein, donc c'est quand même énorme. Et enfin, il est aussi important de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Déjà, en 2002, on a eu le SRAS, d'accord, qui est plus dangereux. En tout cas, qui a fait plus de morts par nombre de personnes infectées, puisque le SRAS, c'est le coronavirus qui l'entraîne. En fait, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Et donc, c'était une maladie extrêmement sévère. Ça, c'est en 2002, et ça, c'était déjà en Chine, en 2002. Donc, la Chine, a déjà connu une épidémie de ce genre, donc a pu se préparer aujourd'hui pour ce qui se passe. Et enfin, on a le MERCOV pour le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. D'accord? Middle East MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Donc, et ça, c'était en 2012, donc 10 ans plus tard. Donc, on va dire que le monde entier a eu le temps de s'interroger sur ces virus de type coronavirus qui émergent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maladies émergentes, des nouvelles maladies émergentes, d'accord, qui nous permettent de tester les systèmes sanitaires de tous les pays. Et enfin, nous avons le 2019 nCoV, apparu depuis décembre 2019, qui est le dernier avatar de cette famille élargie de coronavirus. CoV, c'est pour coronavirus. Hein. Il faut de nomenclature systématique. Pour l'instant, on l'appelle nCoV, mais je parie qu'on l'appellera qu'on va le baptiser bientôt. On va le baptiser, bien entendu, parce que ça a été découvert en Chine, effectivement. Soit on se base sur les symptômes, soit on se basera sur la ville de Wuhan. Mais il y a une chose qui est quand même extrêmement intéressante. C'est-à-dire que bon, les symptômes, on les connaît, ce sont des maladies respiratoires, donc les coronavirus donnent des maladies respiratoires essentiellement, qui peuvent être extrêmement sévères, donc aiguës, avec un taux de mortalité pour le coronavirus actuel, le 2019 nCoV, qui n'est que de 2%. L'OMS a déclaré l'urgence sanitaire de portée internationale, avec une grande difficulté. Et moi, avant d'en arriver à cette déclaration de l'OMS-là, déjà, ça a été très remarquable, hein, la diplomatie sanitaire qu'a mise en place la Chine. Quand, eh bien, il y a eu l'explosion quand même, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu un travail exceptionnel. Ça devrait servir de modèle. Du gouvernement chinois qui, je dirais, s'affirme, au-delà d'être une puissance économique, au-delà d'être une puissance militaire, s'affirme comme une puissance, je dirais, diplomatique et sanitaire. Parce que mettre en quarantaine, qui est d'ailleurs la mesure la plus commune pour ces pathologies, c'est d'isoler les gens pour qu'il n'y ait pas de dissémination de l'infection. La Chine a refusé, la Chine a interdit à l'OMS de déclarer une urgence sanitaire de portée internationale. C'est absolument extraordinaire, c'est à rebours, c'est à contresens de tout ce que les autres pays ont fait, les autres démocraties ont réalisé, de rapatrier tous leurs ressortissants, qui est finalement un gage, je dirais, en tout cas un risque de dissémination à l'intérieur de leur propre territoire. Exactement. De cette pathologie. Et donc les Chinois, ils ont interdit, c'est la première fois que ça arrive, qu'un pays interdise de manière formelle, parce qu'une puissance, selon que vous soyez riche, puissant ou pauvre, on ne vous écoute pas de la même manière.
Le docteur Tedros, qui est le directeur général de l'OMS, qui est un excellent médecin, un grand médecin éthiopien, donc africain, a usé de toute sa diplomatie. Il est allé à Beijing, donc en Chine, le 28 janvier, pour essayer de, non pas de contraindre, en tout cas de discuter avec les Chinois pour pouvoir, parce que pour lui, il y a une sorte de crédibilité qui entre en jeu au niveau de l'institution OMS. C'est de dire, nous devons déclarer l'urgence sanitaire de portée internationale, mais la Chine, en mettant son veto, on va dire, empêche l'organisation de mettre en place toutes les mesures sanitaires au niveau international. Et pourtant, elle y arrive, mais avec contrainte, puisque j'ai entendu le docteur Tedros reconnaître que oui, il a eu des difficultés. Enfin, le 30 janvier. Absolument, pardon, le 30 janvier. Qu'il a eu des difficultés pour déclarer l'urgence sanitaire, et il explique la diplomatie qu'il a dû mettre en place pour le faire. Mais surtout, la contrainte qu'on lui impose. Mais dans le même temps, il faut bien qu'on souligne que quand la Chine posait son droit de veto entre griffes, c'était pas pour croiser les bras. La Chine. Ah non. Oui, c'est ça. La Chine a fait un travail remarquable. C'est-à-dire je crois qu'il faut mettre ça en relief. J'allais le dire justement dans les appendices. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont séquencé, ils ont isolé le virus, le séquencé, donc coupé son génome en tout petits morceaux. Et ils l'ont mis à disposition de tous les savants du monde pour qu'on puisse créer un vaccin. Ils ont pris des mesures exceptionnelles de gestion de population que on a très peu vu aujourd'hui dans le monde, sauf dans les années vraiment antérieures, pendant les grandes guerres, pendant les grandes épidémies. Ils ont pris des mesures modernes de contingence, de containment des populations et des mesures de traitement, de curatif vis-à-vis de la population. Bien évidemment, il faut aussi souligner que pour éviter la dissémination, en Chine, c'est bientôt le nouvel an chinois. Oui. Et donc, forcément, ça draine du monde. Ça draine du monde, ça draine beaucoup de gens. Et donc, pour éviter que cette province, cette ville de Wuhan et la province de Hubei soient... envoie ces populations dans toutes les villes de la Chine. Les Chines, c'est quand même 1,5 milliard de personnes, donc c'est quand même extraordinaire. Imaginons juste toute cette population atteinte, c'est juste effroyable. Oui. Elle a pris des mesures policières, des mesures sanitaires, des mesures même de renseignement. On est au niveau, c'est ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Il faut comprendre que, et on a appris justement pour faire la liaison d'Ebola. Ebola a été l'un des premiers moments où la sécurité du monde a été mise en avant, et justement à l'épreuve pour que les puissances puissent arriver en Afrique pour soigner les gens. Cette maladie est tellement mortelle à 40 et 70%, comparé aux 2% aujourd'hui tel qu'on l'observe avec un tout petit recul. Des 8000 cas, il y a 171 morts et 126 guéris. Donc on est quasiment à 2% de taux de mortalité. Et encore, on n'a pas encore l'épidémiologie fine des patients qui peuvent, en tout cas, qui sont morts. Est-ce que c'est les plus âgés? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les enfants? Il reste encore du travail. Il reste encore du travail. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir que cette pandémie, on va dire ça comme ça, c'est une épidémie, mais qui s'étend dans le monde entier. Oui, qui se répand vite. Qui se répand assez vite. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont atteints, sinon ce ne serait pas une pandémie. Mais la question qui se pose, et je pense que la question que les gens se posent, c'est est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on a... Justement, la question existe. Et d'ailleurs, il y a eu des rumeurs ça et là. Dans quelques pays, on dit qu'il y a eu des cas suspects. Après, l'Union africaine est revenue dire non, il n'y a aucun cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tellement chanceux qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun risque, qu'il n'y a aucun cas. Donc, un peu un flou qui... Non, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où il y a les voyages qui continuent, il y a les échanges qui se poursuivent. Absolument. D'autant plus que les recommandations de l'OMS, c'est de ne pas interdire les voyages, d'accord, de ne pas interdire les voyages et de permettre le commerce, d'accord, et parce que c'était la condition indispensable que la Chine mettait en avant, ne pas interdire les voyages et le commerce. Et enfin, pour répondre à votre question, en Afrique, bien entendu, nous avons beaucoup d'Africains qui sont à Wuhan, qui sont à Hubei, donc les Africains voyagent. Mais sauf que entre un cas suspect et un cas établi, donc il faut quand même un diagnostic précis. Et la question, c'est est-ce que nous avons les moyens de faire un diagnostic précis du 2019 nCoV? Je ne pense pas. Il faut des laboratoires spécialisés, c'est souvent des techniques de PCR, donc de polymerization reaction. Et donc,
c'est tellement nouveau que je ne suis pas certain que nous ayons, en tout Qu'on cas, soit déjà en mesure nous, ici, de de faire le détecter. diagnostic. Mais c'est probablement, ce sont les mêmes tests, on va dire, qu'on pourrait faire avec l'ASA, puisque vous me parlez de l'ASA au Nigeria à côté, oui, à côté, dont le taux de mortalité est quand même de 15%. D'accord. C'est pas peu. Et quelque part, on peut dire que ce nouveau coronavirus vient faire ombrage justement à Ebola qui sévit encore dans le centre de l'Afrique, qui continue de faire des ravages avec des dizaines et des dizaines, des centaines de victimes. Alors justement, ça, c'est un problème que nous avons. En fait, il faut savoir d'abord que le taux de mortalité qu'on observe sur ces deux maladies que vous avez citées, la fièvre de Lassa et la fièvre Ebola, qui font partie, comme la fièvre jaune, la dengue, qu'on appelle des fièvres virales hémorragiques. Oui. D'accord, ce sont des fièvres hémorragiques virales qui ont un taux de mortalité assez élevé, donc 15%, et qui ont des symptômes qui se ressemblent quasiment tous entre eux. C'est de la même famille, les deux sont de la même famille. Ce sont des fièvres virales hémorragiques, donc c'est quasiment la même famille. Et c'est d'abord la pauvreté du système sanitaire d'où survient ces pathologies-là. On aurait un système sanitaire robuste, cohérent, bien réparti sur tout le territoire. On pourrait diminuer le taux de mortalité de ces maladies-là, surtout Ebola. La fièvre de Lassa, aujourd'hui, effectivement... qui fait ravage aussi au Nigeria à côté. Bien sûr. Seulement au mois de janvier, c'est une trentaine de morts. Je suis d'accord avec vous. Nous avons quand même un traitement qui est un antirétroviral qui, bien entendu, n'a pas une efficacité à 100%, mais donné très tôt, les 6 premiers jours de l'apparition de la maladie, on a quand même des taux de guérison qui sont exceptionnels. Alors que pour Ebola, il y a un vaccin actuellement qui est en cours d'expérimentation, qui est même en cours d'administration, parce que même si sur le plan éthique et moral, on peut dire c'est un vaccin qu'on expérimente grandeur nature immédiatement, la question qu'on peut se poser, c'est on sait que si on ne donne pas ce vaccin, les gens vont quand même mourir. Donc le bénéfice-risque est quand même pour les populations. Et parfois, on peut entendre que les gens disent oui, on fait des expérimentations en Afrique. Il faut quand même sauver les gens et un vaccin, ça aide à sauver. Merci docteur Célestin Alexis Agbessi. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de votre entretien du jour. Merci pour votre aimable attention.